Bonjour, nous voici encore dans une autre vidéo qui va traiter les fonctions et structures de l'entreprise. Ça fait partie du cours de l'organisation des entreprises. Alors, les fonctions de l'entreprise. Ce qu'on entend par les fonctions, c'est tout simplement les activités qui sont organisées et classées selon la nature des tâches effectuées par l'entreprise et bien sûr la finalité qui est poursuivie. Il existe cependant cinq principales fonctions. Il y a celle de direction ou qu'on appelle aussi administrative. Il y a la fonction de distribution ou bien commerciale. Il y a la fonction de production, logistique, comptable et financière. Il ne faut pas oublier qu'au niveau de ces fonctions, ils sont liés par rapport au type de l'entreprise, bien sûr. Alors, première fonction, c'est la fonction de direction qu'on appelle aussi la fonction administrative. La fonction administrative, elle est synonyme de gestion. Son rôle, c'est d'assurer la direction de l'entreprise, bien sûr, en faisant ou bien en se reposant sur cinq éléments clés qui ne sont autres que prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler, dans le but, bien sûr, d'atteindre les objectifs qu'elle s'est déjà fixés auparavant. Alors, ce qu'on entend par prévoir, c'est tout simplement de faire la prévision qui porte sur les buts et sur les moyens. Elle suppose l'étude de la conjoncture et l'analyse des résultats et des ressources internes. Organiser. Organiser, c'est-à-dire c'est fournir à l'entreprise quels sont les moyens et les méthodes qui sont nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Commander. Commander, c'est mettre en action les moyens dont l'entreprise dispose en donnant des directives, c'est-à-dire des ordres, en prenant des décisions et bien sûr en assurant leur exécution. Coordonner, donc la coordination, c'est quoi? Tout simplement, c'est de maintenir l'unité d'action et faire une harmonie des fonctions de chaque secteur de responsable. Il faut bien sûr veiller à ce que tout se passe conformément aux directives données. Donc la coordination, c'est ce qui a été prévu par rapport à qui est en train de se réaliser et bien sûr le résultat final. Contrôler, c'est vérifier les moyens et les résultats par un apport aux ordres donnés et par apport aux objectifs qui sont déjà fixés, bien sûr. Alors, la fonction de distribution ou commerciale. Son rôle, bien sûr, c'est de mettre à la disposition des clients les biens et services qui sont produits par l'entreprise. Pour la fonction de distribution, il y a 6 sous-fonctions, bien sûr. Il y a les fonctions spatiales. Quand on parle de fonctions spatiales, on parle automatiquement de transport et de manutention. La manutention, c'est le munawala. Alors, il y a les fonctions d'assortiment. Les fonctions d'assortiment, c'est le fractionnement des lots, le triage et le calibrage. Il y a aussi les fonctions temporelles. Les fonctions temporelles qui permettent un ajustement des rythmes de production et de consommation, financement des marchandises. Les fonctions commerciales, bien sûr, c'est la communication et l'information, l'organisation de la vente et les services qui sont rendus. Il y a les fonctions d'achat, qui n'est autre que la fonction première du distributeur. Et enfin, il y a les fonctions de logistique. Alors, les fonctions de logistique, c'est l'entreposage qui concerne le choix du nombre, de l'emplacement, de la surface et de l'organisation des entrepôts. La fonction de production. Alors, pour cette fonction,
Normalement, par la suite, je vais essayer de faire un nouveau module qui s'appelle la gestion de production, où je vais parler d'une façon très détaillée de cette gestion, qui n'est autre que la gestion de production. Mais ça va être par la suite, Inch'Allah. Comme d'ailleurs, il y aura d'autres modules, que ce soit de gestion ou bien d'informatique ou de communication. Et alors, pour la fonction de production, là, je vais donner seulement les éléments essentiels pour mieux comprendre son principe. Elle regroupe l'ensemble des activités qui consistent à créer ou bien à de concevoir de nouveaux produits que, bien sûr, l'entreprise ou la société a choisi de fabriquer. Et elle contient plusieurs bureaux. Parmi ces bureaux, il y a le bureau des études, dont le rôle principal est de concevoir les nouveaux produits. Et bien sûr, pour concevoir un nouveau produit, automatiquement, il faut définir les différentes composantes entrant dans sa fabrication, ou bien dans leur fabrication, s'il s'agit de plusieurs produits, bien sûr. Et il utilise ce qu'on appelle la CAO. La CAO, ce n'est autre que la conception assistée par ordinateur, qui est utilisée surtout par les moyennes et surtout les grandes sociétés industrielles. Alors, il y a le bureau des méthodes dont le rôle principal, c'est de définir les différentes opérations et leur ordonnancement. On peut parler d'ordonnancement ou bien de classement, c'est la même chose, afin d'obtenir le produit. Alors, ce bureau, il précise aussi bien comment le produit est réalisé, par quelle machine, avec quel outil et combien de temps ça va prendre pour la fabrication, ou bien pour sa fabrication. Tant qu'on travaille dans un marché concurrentiel, automatiquement, il faut chercher à faire un produit de qualité pour avoir une chance d'avoir, c'est-à-dire un chiffre d'affaires maximal. Alors pour cela, dans la fonction de production, on trouve ce qu'on appelle le bureau de contrôle de production. Alors pour le bureau de contrôle de production, il se charge de vérifier que les services opérationnels remplissent bien leur mission, dans les conditions définies par le bureau de méthode, bien sûr. Il y a aussi le service de planification qui va donner le plan ou bien les différentes activités par lesquelles ce produit il doit passer pour qu'il soit conçu à la fin. Et bien sûr, le service d'ordonnancement qui organise la production au sein des différentes unités de production. Alors, la fonction logistique, c'est l'ensemble des activités qui consistent à mettre à la disposition de l'entreprise tous les moyens qui sont nécessaires à la réalisation des différentes tâches, que ce soit pour l'approvisionnement ou la maintenance. Alors, fonction comptable et financière. C'est tout simplement de gérer tous les flux financiers qui sont en contrepartie des flux réels dans l'entreprise. Cette gestion, elle se fait automatiquement dans le but de donner des informations sur la situation financière de l'entreprise vis-à-vis des partenaires extérieurs, mais aussi pour aider à la décision en mettant en avant les données économiques nécessaires. Il ne faut pas oublier aussi que cette fonction, elle permet aussi d'utiliser au mieux les ressources financières disponibles dans l'entreprise et d'obtenir les capitaux au meilleur coût qui sont nécessaires pour le développement de l'entreprise. L'importance de cette fonction, elle se comprend aisément sur 3 plans. Le premier plan, c'est sur le plan financier. Alors, qui dit plan financier, automatiquement une bonne gestion des flux financiers, elle sera à l'origine de meilleurs résultats. Puisque un meilleur calcul des coûts, il va permettre de prendre des décisions qui seront bien sûr très rentables économiquement. Sur le plan commercial, la comptabilité de gestion, elle donnera toutes les informations sur la rentabilité des projets commerciaux. Et enfin, sur le plan stratégique,
Une bonne politique financière, elle va permettre d'obtenir plus facilement les capitaux qui sont nécessaires à son développement stratégique. Il faut savoir distinguer entre fonction et service de l'entreprise. Parce que pour exécuter une fonction, il faut un ensemble de moyens matériels et humains qu'on appelle le service. À une fonction, ils peuvent correspondre bien sûr plusieurs services, notamment dans les grandes sociétés. Inversement, un service, il peut assumer des activités relatives à plusieurs fonctions, surtout pour les petites entreprises. Alors, un exemple de service, il y a le service commercial, il y a le service comptable, il y a le service administratif et bien sûr, il y a le service technique, comme il existe aussi d'autres services. Alors, l'entreprise, c'est un système qui est aussi bien organisé que structuré. La structure, elle constitue un élément essentiel pour pour assurer le fonctionnement optimal, bien sûr. Alors, la structure d'une entreprise, il peut être défini comme l'ensemble des dispositifs par lesquels une entreprise, elle va répartir, organiser, coordonner et contrôler ses activités. Là, c'est très important parce que lorsqu'on parle de structure, automatiquement, on parle de répartition, d'organisation, de coordination et de contrôle des activités. L'ensemble de la structure d'une entreprise, il est représenté par ce qu'on appelle un organigramme et cet organigramme, il va nous montrer la répartition des différents domaines d'activité et de supervision et dépendance des différents agents et bien sûr de mentionner la direction générale qui figure automatiquement au sommet. Il existe plusieurs types de structures qu'on verra juste après. Donc, à chaque niveau de décision, il correspond un échelon dans la structure. Et la structure d'une entreprise s'étudie en prenant en compte les liens qui existent entre les différents acteurs de l'entreprise, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il existe trois types de décisions, stratégiques, tactiques et opérationnelles. Quand on parle de décision stratégique, automatiquement, le niveau de responsabilité, c'est un niveau de direction qui est impliqué à long terme, par exemple pour développer un nouveau produit. Alors, pour les décisions tactiques, c'est un niveau qui est intermédiaire, impliqué à moyen terme. Par exemple, quand on veut recruter, c'est-à-dire soit une secrétaire ou n'importe quel autre employé. Maintenant, pour les décisions opérationnelles. Alors, pour les décisions opérationnelles, le niveau de responsabilité, c'est un niveau d'exécution dont l'implication est à court terme. Par exemple, lorsqu'on veut modifier le mode de classement des fiches des clients, par exemple. Il existe deux grands types de structures, les structures simples et les structures complexes. On va voir d'une façon très détaillée que ce soit les structures simples ou bien les structures complexes ou bien la structure complexe. Juste après. Parmi les structures simples, il y a la structure hiérarchique. Alors pour la structure hiérarchique, elle repose sur le principe d'unicité de commandement. Quand on parle d'unicité de commandement, c'est-à-dire qu'il y a une seule personne qui commande. Chaque salarié il ne dépend que d'un seul supérieur hiérarchique. Et comme toute structure, elle a des avantages et des inconvénients. Tant qu'il y a un seul supérieur hiérarchique qui commande, automatiquement, il y a une simplicité du commandement, une clarté et une sécurité. Par contre, le fait de n'avoir qu'un seul supérieur, ça représente aussi des inconvénients. Parmi ces inconvénients, il y a le cloisonnement des différents services. Et quand on parle de cloisonnement, il y a une mauvaise circulation de l'information. Il y a une lourdeur, bien sûr, et de la bureaucratie.
Le schéma que vous regardez ici, ce n'est autre qu'une structure hiérarchique. Comme vous le remarquez, il y a une seule direction générale qui gère bien sûr l'ensemble des autres services ou bien des autres directions. Et bien sûr, là, il n'y a pas de contact entre les différentes directions. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure en parlant des avantages et des inconvénients de cette structure qui n'est autre que la structure hiérarchique. Notre structure simple, c'est ce qu'on appelle la structure fonctionnelle. Cette fois-ci, cette structure, elle repose sur le principe de division fonctionnelle de l'autorité et bien sûr de pluralité du commandement, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs qui commandent et tout salarié, il dépend de plusieurs chefs, chacun n'ayant autorité que dans son domaine de compétence, bien sûr. Alors, le fait d'avoir plusieurs chefs qui commandent, ça représente aussi bien des avantages que des inconvénients, ça c'est certain. Alors, les avantages de cette structure, ce n'est autre que la spécialisation très efficace du personnel et un regroupement des compétences. Par contre, au niveau des inconvénients de cette structure, c'est la possibilité d'avoir des conflits engendrés par la multiplicité du commandement et aussi le risque de dilution des responsabilités. Alors, comme vous le remarquez dans l'organigramme qui s'affiche devant vous, qui représente la structure fonctionnelle, ça explique bien ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau de la structure fonctionnelle, où il y a plusieurs qui commandent. Et bien sûr, automatiquement, selon ce schéma, vous allez mieux comprendre les avantages et les inconvénients de cette structure. Bien. Alors, la structure hiérarchico-fonctionnelle, qu'on appelle aussi le staff handline. Comme vous le remarquez, ça regroupe aussi bien la structure hiérarchique que la structure fonctionnelle. Alors, pour mieux comprendre ce type de structure, je vais vous dire que le commandement, il y a une unicité de commandement, c'est-à-dire il y a une seule personne qui commande, et là, ça vient bien sûr de la structure hiérarchique. Cependant, elle est liée à la structure fonctionnelle du fait qu'on recourt à des spécialistes, bien sûr, pour la prise de décision, ce qu'on appelle les unités d'état-major. Alors, et là, elle est qualifiée de fonctionnelle, structure fonctionnelle. C'est pour ça qu'on l'appelle la structure hiérarchico-fonctionnelle. C'est-à-dire, ça prend de la structure hiérarchique comme ça prend aussi de la structure fonctionnelle. Alors, je répète encore une fois, cette structure, elle repose sur le principe d'unicité de commandement, c'est-à-dire une seule personne qui commande, mais il y a la nécessité de recourir à des organes de conseil qui sont composés de spécialistes, qu'on appelle les unités d'état-major. Alors, les conseillers spécialisés dans des domaines précis, ils sont attachés au chef hiérarchique. La hiérarchie, elle décide, les responsables fonctionnels, ils aident à la décision tout simplement, sans donner d'ordre. Dans ce cas-là, il y a à présenter deux lignes. Il y a la ligne de commandement et la ligne de conseil. Quand on parle de ligne de commandement, ce sont les directeurs opérationnels. Et pour la ligne de conseil, elle est constituée de ces directeurs fonctionnels qui ne donnent pas d'ordre, mais seulement ils aident dans la prise de décision. Bien sûr, chacun dans sa spécialité, ses compétences. Alors, cette structure, elle s'appelle aussi le staff handline. En anglais, on l'appelle le staff handline. Pourquoi? Parce que quand on parle de staff, c'est automatiquement, on parle de conseil, et line, c'est le pouvoir de décision. Ce genre de structure, il représente bien sûr un inconvénient quand il y a un risque de relations difficiles entre les opérationnels et les fonctionnels. C'est-à-dire lorsqu'il n'y aura pas une bonne communication, une bonne entente entre les deux, ça peut créer bien sûr un grand problème pour la société. C'est ça. Alors, maintenant, devant vous, ça s'affiche l'organigramme de la structure hiérarchico-fonctionnelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de conseiller.
Alors le conseiller, il peut être lié directement à la direction, qu'on appelle aussi l'unité d'état-major, comme ça peut être lié aux différentes c'est-à-dire fonctions et services. Et toujours, je répète encore une fois, il y a un seul qui commande et le conseiller, il aide seulement dans la prise de décision, tout simplement. Il n'a pas le rôle de donner des ordres aux subordonnés. Alors maintenant, on va passer à un autre type de structure, ce qu'on appelle la structure divisionnelle, appelée aussi structure décentralisée. Pourquoi on l'appelle divisionnelle ou bien décentralisée? Du fait qu'elle repose sur le principe aussi bien de la décentralisation du pouvoir que la décentralisation des décisions. Cette forme, elle distingue très nettement la direction générale et les directions opérationnelles. Dans ce genre de structure, l'activité elle est découpée en sous-ensembles qui disposent d'une certaine autonomie qu'on appelle la division. C'est d'où vient le nom de la structure divisionnelle. Alors, ces divisions ils sont créées selon une logique de marché, de produits, du couple produit-marché, d'activité ou de type de clientèle. Comme on l'a vu pour les autres structures, même ce type de structure, elle représente des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages de cette structure, c'est l'autonomie des divisions. Il y a aussi une culture commune du produit. La taille humaine des divisions, c'est-à-dire il y a une meilleure relation de travail, il y a une bonne ou même une très bonne coordination car le responsable il s'occupe de toute la vie du produit et la direction générale elle ne peut se consacrer qu'à son rôle de stratégie. Maintenant, au niveau des inconvénients, il y a les économies d'échelle qui peuvent être perdues à cause de la multiplication des services fonctionnels, par exemple comptabilité et marketing, etc. Comme il y a la répartition des moyens communs entre plusieurs divisions coûteuses et une perte en expertise. Bien sûr aussi, il faut tenir compte de l'intérêt du groupe moins important par rapport aux intérêts de la division qui devient autonome. Alors la structure divisionnelle ou décentralisée, on distingue aussi bien la structure décentralisée géographique que la structure décentralisée par produit, comme ça le montre le schéma que vous avez devant vous. Alors, on passe maintenant à la structure par projet ou qu'on appelle aussi la structure matricielle. Ce genre de structure, il repose sur un principe de dualité de commandement. Qu'est-ce qu'on entend par dualité de commandement? Tout simplement qu'il existe deux supérieurs, un chef de projet évoluant en fonction des besoins et un supérieur permanent. Ce genre de structure est axé sur l'idée de groupe de projet. Le découpage des activités, il se fait selon deux critères. Par fonction spécialisée, c'est-à-dire la commercialisation, la production, etc., et par produit ou par projet. Comme on a vu pour les autres structures, même la structure matricielle, elle représente des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages de ce genre de structure, c'est qu'elle est bien adaptée à une gestion par produit ou par marché et elle permet de profiter des compétences des deux responsables. C'est-à-dire on peut profiter des compétences aussi bien du chef de projet que du supérieur permanent. Cependant, elle représente des inconvénients quand il s'agit parfois d'un manque de coordination à cause de la dualité du commandement ou bien un risque de conflit, sans oublier bien sûr que ce genre de structure représente des coûts très élevés. Alors, la structure par projet ou structure matricielle, elle est utilisée dans les grandes entreprises qui ont des lignes de produits variées, des projets longs et complexes, ou bien un environnement de travail en évolution rapide comme le montre le schéma qui est devant vous, bien sûr.
Maintenant, on passe à la structure en réseau. La structure en réseau, c'est comme la structure matricielle, c'est-à-dire que c'est une structure par projet, seulement elle est organisée en réseau. Alors, à chaque projet sont affectés des moyens matériels et humains. Les différents projets sont liés les uns aux autres par différents outils de communication. Ce qu'on entend par outils de communication, ce sont les ordinateurs en réseau, des passerelles, des ponts. Et chaque projet, il comporte des tâches qui sont spécifiques, mais également des tâches communes à tous les autres projets. Alors, ce genre de structure, il est adopté par l'entreprise lorsqu'elle est confrontée à de nouveaux projets ou bien à des projets qui sont innovants et qui sont loin de son cœur de métier. Ce genre de structure nécessite la coopération de plusieurs départements ou intervenants extérieurs. Alors maintenant, on va passer aux structures complexes. Et en fait, il n'y a qu'une seule structure qui est complexe, qui n'est autre que la structure matricielle. C'est pas comme pour les structures euh, simples qu'on a déjà vues, où il y a la hiérarchique, la fonctionnelle, hiérarchico-fonctionnelle ou bien de réseau. Alors pour la structure matricielle, qui est une structure complexe, elle repose sur le principe de dualité, là aussi, au niveau du contrôle et de la gestion. La structure de l'entreprise se fait selon deux niveaux, opérationnel et fonctionnel. Et le découpage de l'activité, il se fait selon deux critères, la fonction et le projet. Je m'explique. Chaque salarié a deux supérieurs hiérarchiques. Un chef de projet qui est désigné selon les tâches à accomplir et un responsable permanent. L'activité au sein de l'entreprise se fait donc par groupe de projets. Toujours comme pour chaque structure, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Parmi les avantages de ce genre de structure, c'est qu'elle est liée à une, on trouve le fait de permettre de créer des économies d'échelle, il y a la possibilité d'innovation et les salariés ainsi que les responsables sont impliqués tout en bénéficiant de connaissances techniques spécialisées et ils sont motivés. Il y a aussi une facilité de communication interne au sein de ce genre de structure. Par contre, parmi les inconvénients de ce genre de structure, c'est que la stratégie matricielle, elle présente toutefois des risques de conflit interne et de stress qui sont liés à la complexité des tâches à effectuer. Le nombre de salariés aussi, ainsi que leur spécialisation, y coûtent plus cher à l'entreprise qui aura du mal à les remplacer en cas d'indisponibilité. Un autre inconvénient de ce genre de structure, c'est que la division des pouvoirs décisionnels, ils peuvent mener à sa dilution et à celle des priorités, ainsi qu'à des problèmes d'encadrement efficace du personnel.